Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. J'espère que vous allez bien dans ces moments difficiles de la distanciation sociale. Je suis ravie de vous présenter ce cours qui concerne les méthodes d'évaluation, les méthodes de mesure des phénomènes de dégradation des terres sur le terrain. Quand on veut faire des analyses, quand on veut faire des mesures, de la quantification, il faut d'abord qu'on ait une idée très globale et de synthèse sur les terres sur lesquelles nous travaillons. Sur le terrain, nous avons plusieurs types d'utilisation des terres. C'est des espèces de gestion des terres. Nous avons des paysages parfois bien conservés, mais des paysages qui sont très dégradés, comme on regarde dans cette photo où nous avons beaucoup de ravinements sur des pentes très fortes, avec des utilisations de type traditionnel, céréaliculture et quelques cactus comme clôture. Parfois, donc ces terres sont tellement dégradées qu'on arrive à une dégradation des sols avec le départ des horizons superficiels des sols et avec un résultat de badlands. Le risque est beaucoup plus grave quand on sait que on a plusieurs retenues de barrages qui sont menacées par l'érosion hydrique. Donc, pour travailler sur le terrain, pour faire des quantifications, il faut d'abord avoir une problématique. Il faut se poser des questions sur lesquelles nous allons répondre et sur lesquelles on va fixer des objectifs. Quand le chercheur géographe est appelé à appliquer les analyses. Et pourquoi? D'abord, pour la reconnaissance du milieu géomorphologique, localisation et description des formes, des formations superficielles et des sols. Vous savez que les géographes s'intéressent beaucoup aux formations superficielles qui sont très utilisées dans notre vie quotidienne, soit dans le monde rural comme dans le monde urbain. L'utilisation actuelle des sols et son impact sur leur capacité physique et chimique. Donc, on est aussi amené à faire des analyses au laboratoire pour connaître la qualité physique et la qualité chimique des sols. Notre travail, quand on a des résultats à présenter, c'est très intéressant pour la planification et la gestion des terres, pour les applications d'aménagement et également pour faire des inventaires et des guides de classification de notre capital sol. Je dois rappeler que l'approche géomorphologique est une approche qui est très proche des quaternaristes, des géologues quaternaristes, et l'étude donc des dépôts et des altérations superficielles et des sols est très intéressante. Nous avons devant nous un profil de sol avec un niveau supérieur brun très riche en matière organique et avec un niveau B qui est un B calciumé qui connaît si vous voulez, une sédimentation de calcaire secondaire. C'est un type de sol calcimagnésique. Donc, les études sédimentologiques sont du propre travail de géographes et en amenant nos échantillons au laboratoire, nous devons les analyser et les interpréter. Et donc, avec le professeur qui vous encadre, vous allez travailler sur des dispositifs ou sur des modèles pour les courbes sédimentaires de Vichert, de Tricard, Cailleux, Crombeen. Il y a beaucoup de chercheurs, éminents chercheurs, qui ont fait beaucoup de courbes sédimentologiques et à partir desquelles on peut définir si nos dépôts sont continentaux, sont marins, sont fluvio-marins, sont des altérations, etc. On peut aussi
par le biais d'autres laboratoires, faire la minéralogie des argiles ou des sables, avec aussi l'analyse chimique totale, notamment quand on veut prouver l'appartenance qui existe entre la roche-mère et le sol qui est au-dessus. Pour la détermination de la qualité physico-chimique d'un sol, ici à notre faculté, nous avons un laboratoire de géomorphologie et qui permet de faire le pourcentage du carbonate de CaCO3 à l'aide du calcimètre de Bernard, le pH, le taux de la matière organique, le fer et le CEC. On peut les faire dans des laboratoires comme LP2E ou les laboratoires des eaux et forêts qui travaillent avec nos étudiants. On peut faire aussi au laboratoire, notre laboratoire, la densité, l'humidité au sol. Nous avons des TDR pour mesurer l'humidité, l'évolution de l'humidité au sol. Et nous pouvons aussi travailler avec d'autres chercheurs, à savoir les pastoralistes, les forestiers, les pédologues et les archéologues. Pour les approches quantitatives, les géographes s'intéressent beaucoup à l'érosion hydrique, soit l'érosion ravinante, soit l'érosion aréolaire. Avec nos étudiants, vous pouvez donc mener des études encadrées par des modèles connus comme la méthode Wischmeyer, la méthode de Cerda, qui travaillent sur l'érosion aréolaire. Vous savez que l'érosion aréolaire est une érosion qui est très dangereuse, même si elle passe inaperçue. Elle est très dangereuse puisqu'elle touche l'horizon supérieur de nos sols, et l'horizon supérieur, qui est l'horizon A, est riche en matière organique, riche en acide humique, riche en cations et beaucoup de nutriments. Et quand le sol part, quand il part, donc c'est une stérilisation de ce sol, c'est une désertification, parce que la désertification, c'est pas seulement l'ensablement ou le fait de changement de place des dunes sableuses, mais la désertification, c'est aussi la perte de la stérilité et de la fertilité des sols. Donc, moins de rendement agricole, une perte dans le rendement, et donc il y a une menace aussi de la sécurité alimentaire, notamment chez nos agriculteurs qui vivent donc de l'agriculture en sec ou l'agriculture bourre. Donc la mesure de l'érosion aréolaire est très importante. Il y a plusieurs façons de mesurer cette érosion hydrique. Il y a les parcelles par l'assimilation de la pluie, donc c'est des micro-parcelles. Il y a la mesure des ravinements, il y a les mesures des états de surface et de l'état des végétations, et la mesure de l'érosion éolienne. Alors, je reviens vers les analyses sédimentologiques. Nous faisons ici déjà, nous avons une autonomie pour faire la granulométrie, pour faire la morphoscopie et pour faire ce qu'on appelle le test de la stabilité structurelle des terres, des sols. L'intérêt de l'analyse physique du sol est très importante puisque on sort de la description et de la théorie pour donner des chiffres réels qui émanent du terrain. D'abord, le premier but, c'est la gestion et l'aménagement. Donc, la connaissance de la composition granulométrique de sol est utile. Pour la capacité d'infiltration aussi est utile. Pour la rétention de l'eau, pour le développement de la porosité, pour le développement de la végétation, pour la poussée des plantes, etc. Le deuxième but, pour les études fondamentales, la connaissance de l'origine de l'évolution des sols en étudiant les traces que portent les éléments des sols et leur signification bioclimatique est très importante. Vous savez que dans la géographie naturelle, la géomorphologie, surtout, il y a un principe. Le premier principe, c'est quand on a des sols sur des roches-mères couvertes par une végétation naturelle
il y a un profil bien différencié, A, B, C, R. Et nous remarquons qu'il y a une relation entre cette roche et le sol. On dit que c'est un sol autochtone. C'est un sol qui s'est développé dans des conditions de stabilité naturelle, de stabilité donc écologique, avec fixation des versants, par la végétation, et donc une évolution chimique qui s'approfondit au niveau de la roche-mère, et puis il n'y a pas de ruissellement chargé, et donc c'est un signal, c'est un indicateur, c'est un marqueur d'une stabilité. Par contre, quand on va dans les dépôts, quand on va dans des sédiments, quand on va dans des zones où nous avons des formations superficielles qui n'ont aucune relation avec ce qui est en dessous, cela veut dire que c'est des formations qui sont allochtones, qui viennent de loin, qui sont venues de loin et qui sont symboles d'une dégradation, d'une résixtasie qui s'est effectuée à l'amont où les versants étaient ouverts, où la végétation était partie et la dégradation des terres a véhiculé beaucoup de sédiments vers d'autres régions et se sont déposés. Donc ce principe est fondamental dans l'étude des formations superficielles et dans, si vous voulez, l'imagination des scénarios de développement de la surface dans n'importe quelle région que nous étudions au Maroc ou ailleurs. Alors, les mesures au laboratoire, nous avons deux possibilités pour la fraction galée. Alors, la galée, les galets, c'est les galets, ce sont des pierres arrondies, aplaties. Et les galets, on travaille sur une terrasse fluviatile, par exemple. Les galets, on peut les travailler sur place. Et donc, nous avons des outils pour les mesurer sur place, les casser, faire le faciès, analyser la pétrographie, faire nos fiches et revenir au laboratoire. Par contre, pour les sables, on utilise cette machine qui s'appelle la tamiseuse, qui est composée de plusieurs tamis, du plus grand vers le plus fin. Et cette tamiseuse permet de différencier entre les sables grossiers, entre les sables moyens, les sables fins. Ce qui est en dessous de 0,050 mm, c'est la matière fine. Cette matière fine, on la prépare. Comme on n'a pas la possibilité de faire l'analyse des argiles chez nous, donc on les amène à d'autres laboratoires beaucoup plus performants. Et j'espère que les laboratoires des facultés des sciences qui appartiennent à notre université nous ouvrent leurs portes pour pouvoir donc profiter de leur savoir-faire dans ce sens. Puisqu'on est obligé de faire pas seulement le taux de l'argile et le taux des limons, mais aussi le type d'argile et la minéralogie des argiles. C'est très important pour nous de savoir si l'argile est kaolinitique ou l'argile est smectitique, c'est-à-dire gonflante. C'est très important pour la compréhension de la dégradation des terres et pour la compréhension si vous voulez, des réponses hydrologiques de nos versants et de nos bassins versants. Avant de faire les mesures de l'érosion hydrique et par parcelle, ou les mesures des ravinements par des mesures topographiques simples ou par des mesures à travers les photos aériennes, d'abord il y a des préparatifs à ces mesures, et notamment les mesures de la couverture végétale. Et dans notre département, nous utilisons le modèle, si vous voulez, la fonction du point quadrat, qui est développée par les pastoralistes, notamment pastoralistes espagnols, Montoya et Navarro, qui est une méthode qui est à la portée de tous les étudiants, et notamment les étudiants géographes, qui travaillent sur des points de repère
sur 50 mètres avec des intervalles de 2 mètres, puis des intervalles d'1 mètre. Et à l'intérieur de chaque unité, il y a une très très fine description de la végétation, de la canopée jusqu'au type de végétation les plus collés au sol. Et aussi la litière, comme on voit ici. La protection des sols est tributaire de ce genre, si vous voulez, de cortège. Et le fait de le mesurer, de le cartographier est une chose qui est extrêmement importante. Par la suite, on peut venir au relevé topographique. Alors, pour les ravines, tchdidat, on a plusieurs types de ravines. Il y a les petites ravines, les grandes ravines, et on arrive jusqu'aux Badlands. Alors, pour les petites et les moyennes ravines, on peut faire des piquets autour de ces ravines, et à partir de ces piquets, on peut calculer le retrait, si vous voulez, des deux rives de la ravine, et aussi voir de combien elle recule à son amont, à ce qu'on appelle à son impluvium de rassemblement de l'eau. Et ce maillage de piquets permet donc à chaque fois à l'étudiant ou au chercheur d'aller sur le terrain. Chaque fois qu'il y a des pluies, par exemple, très fortes, chaque fois qu'il y a une saturation des sols, et on sait très bien qu'il y a un ruissellement qui est véhiculé chaque fois, donc ce qu'on appelle les phases humides. Ils ne sont pas très nombreuses ces années-là avec le changement climatique, avec l'assèchement qui est de plus en plus prononcé, mais on essaie de cerner, donc de s'attaquer à ces phases humides pour pouvoir aller sur le terrain et faire les mesures. Il y a d'autres méthodes, c'est la photorestitution à travers périodique ou la chronologie, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on peut avoir des photos aériennes de plusieurs dates et suivre tout un terrain qui est raviné ou par photo satellitaire aussi. Alors, les parcelles expérimentales sont de plusieurs types. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur les grandes de 100 mètres carrés et qui sont les parcelles beaucoup plus, si vous voulez, utilisées dans les pays anglo-saxons. Wischmeyer, avec sa méthode, sa fonction, son équation plutôt, la Hussel, qui a été révisée par Renard, est devenue la Russell, est une façon très proche, si vous voulez, de la réalité, puisque on travaille sur un terrain assez grand. On peut faire des observations sur ces parcelles, et ces parcelles sont de différentes utilisations, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est la gestion des terres, et le type d'utilisation des terres est parmi les plus importantes façons de gérer les terres, avec aussi si vous voulez, les types de travail du sol. Là, vous voyez dans cette parcelle, le labour est dans le sens de la pente. Et c'est exprès pour pouvoir voir combien d'érosion va se faire, quel serait le taux de l'érosion ici par rapport à une autre parcelle qui est juste à côté et qui est labourée selon les courbes de niveau. Donc même le travail du sol est très important pour pouvoir donc comprendre l'évolution d'abord de l'infiltration, puis de la saturation, puis de déclenchement de ruissellement, l'évolution de ruissellement et par la suite la sédimentation. Donc c'est des parcelles qui sont avec un exutoire, et cet exutoire est avec des partiteurs, et rien n'échappe. Vous avez le ruissellement, et ce ruissellement donc est collecté, et on peut 2 ou 3 fois par jour, si la journée est pluvieuse, faire des prélèvements, et on peut prendre des échantillons, des bouteilles remplies de ces ruissellements pour pouvoir calculer la turbidité. Donc la turbidité qui nous permet de connaître quelle est la charge solide du ruissellement. Alors à l'aval, il y a un limnigraphe
il y a aussi un pluviographe enregistreur. Parfois, un pluviomètre peut faire l'affaire si vous avez quelqu'un sur place qui peut prendre les mesures 5-6 fois par jour, ou au moins 2 fois par jour. Alors, la deuxième, si, par exemple, un étudiant-chercheur travaille sur l'impact des pluies naturelles et cela coïncide avec des années sèches, eh bien, il n'aura pas beaucoup de données. Et c'est pour cela qu'on a développé avec des collègues à Rabat, mais aussi maintenant c'est une méthode qui est très généralisée partout, c'est la simulation de la pluie sur microparcelles. On essaie de faire une étude de l'intensité pluviale d'une région pour calibrer notre gicleur, recherche ديال المقلد المطري, donc le simulateur de pluie donc est calibré, et pour rester un peu dans les conditions très proches du naturel, puisque les critiques disent que la simulation de la pluie sur microparcelles est une simulation qui est assez artificielle, qui n'est pas proche de la réalité. Mais si vous faites une bonne analyse des pluies avec une très bonne analyse de l'intensité, vous pouvez calibrer donc votre simulateur pour pouvoir travailler sur 2 ou 3 types d'intensité. Dans la région qui va de Mohammedia jusqu'à Rabat, jusqu'à Knetra, les intensités pluviales sont très importantes, mais ne dépassent pas parfois 25 mm en une demi-heure. C'est très rare quand la moyenne générale, si vous voulez, c'est 25 mm ou 30 mm par heure dans certains événements pluviaux. Cette méthode permet aux chercheurs un peu de se parer au problème de l'assèchement et donc des pluies naturelles, mais aussi de pouvoir bouger avec un matériel sur le terrain. S'il travaille sur une vaste région ou dans une zone montagneuse ou région très lointaine, il peut donc manipuler tout son matériel. C'est des petites parcelles qu'il peut mettre à l'amont du versant, au centre, au milieu du versant ou en bas du versant, à l'aval, et travailler comme il veut sur tous les types de sols, tous les types de la végétation. Et on peut même après faire des analyses donc suite à la simulation pour voir le front de l'humidité, combien donc d'eau c'est infiltré, et aussi voir la question, par exemple, de l'hydrophobicité quand on a une surface qui ne permet pas à l'eau de s'infiltrer, notamment quand le sol est très très chaud et on a le sol avec une couche de battance qui colmate les vides de la surface, et c'est un phénomène qui donne les inondations. Quand on déforeste un bassin versant, quand il est complètement dénudé, les versants sont à nu, il y a un long assèchement, une longue sécheresse, ce sol devient compact, les premières pluies directement se véhiculent vers l'aval et contribuent à des inondations très très importantes. Alors, pourquoi les parcelles sont importantes? Ils sont beaucoup plus, si vous voulez, pragmatiques pour faire nos mesures. C'est qu'on a une surface donnée pour pouvoir donner l'érosion sur une surface dans un temps réel. Dans un temps réel, avec une intensité pluviale. Et c'est là qu'on peut définir ce qu'on appelle la dégradation spécifique ou l'érosion spécifique. Et on peut sortir des tableaux de seuil de déclenchement du ruissellement, on peut sortir des situations de gravité et on peut aussi sortir des situations où le sol est très résistant, où le sol est très bien et il gère bien l'eau qui est véhiculée à travers donc ses composantes. Comme vous le voyez, ça c'est le simulateur de pluie. Il est facilement fabricable.
si vous voulez. C'est de la pure débrouillardise. Ça a été fait à l'université de Rabat. Et de temps en temps, on l'emprunte pour pouvoir faire les mesures. Il y a une bâche parce que si vous avez le vent, l'eau qui est déversée vers la parcelle, elle va de côté sur le côté, et donc vous voyez que la parcelle est bien protégée, et la simulation dure 1 heure pour pouvoir calculer donc l'infiltration en 1 heure, le ruissellement en 1 heure et la dégradation en 1 heure. Ce qui est aussi très important pour pouvoir comprendre l'évolution des terres, notamment pour expliquer l'érosion, c'est le suivi de l'état de surface. Donc, comme vous le voyez, il y a là un cadre de 1 mètre carré avec 1 mètre, et en diagonale, l'étudiant est en train de prendre tous les points, donc chaque centimètre, 2 centimètres, il prend, si vous voulez, la description de l'état de surface. S'il y a des fissures, s'il y a des pierres, s'il y a la litière, si c'est vide, si c'est nu, c'est des plages nues, etc. Et donc, pour chaque point, il a une fiche. Et pour un grand terrain, il a plusieurs fiches qu'il peut cartographier. Et c'est une façon très importante. Donc ici, c'est dans une forêt. Et là, c'est dans une jachère annuelle. Et on sait très bien, dans beaucoup d'études, les jachères annuelles fabriquent beaucoup de ruissellement puisqu'ils sont utilisés dans le parcours, et beaucoup de troupeaux donc véhiculent sur ces parcelles, soit en été comme en hiver. Alors, les paramètres qu'on peut mesurer essentiellement, donc c'est le suivi de l'état de surface, l'évolution de l'humidité à travers la simulation de la pluie, l'infiltration, la naissance de ruissellement dans les grandes parcelles. On peut voir quelle est l'intensité qui a déclenché tel ou tel niveau de ruissellement ou tel taux d'érosion, la turbidité et la détachabilité, c'est-à-dire l'agressivité pluviale qui dégrade. Même si on est dans un contexte de changement climatique avec, si vous voulez, une diminution dans les pluies, ces pluies peuvent être très érosives, même si elles sont concentrées et régulières, concentrées dans le temps et dans l'espace. Alors, pour les mesures de l'infiltration, nos étudiants travaillent sur 2 méthodes. La première méthode est un peu lourde, mais elle est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus efficace. C'est cette méthode qui est la méthode de double anneau, la méthode de Muntz. Et ces doubles anneaux sont tellement lourds, ils demandent beaucoup d'eau, donc il faudrait avoir une citerne avec soi pour pouvoir le faire. Mais des étudiants doctorants le font, et ça donne beaucoup de résultats. La deuxième méthode, c'est une méthode où on peut avoir un seul cylindre. Là, c'est un cylindre d'un pot de tomates de 1 kg. Vous pouvez l'adapter, mettre des graduations à l'intérieur et verser de l'eau et mesurer le taux de l'infiltration. Il ne faut pas branler le sol pour que l'infiltration se fasse comme il faut. Et cette méthode, les étudiants de la licence, du master peuvent l'utiliser puisqu'elle est légère, elle est maniable et très facile. Donc, il faudrait un chronomètre, une fiche et quelqu'un qui vous aide pour verser et calculer. Il y a aussi d'autres méthodes pour pouvoir, ça c'est pour cartographier, si vous voulez, mettre l'indice d'érodabilité du sol, pas de la façon théorique, si vous voulez, mais de la façon réelle, en travaillant sur l'érodabilité du sol, qui est un facteur, si vous voulez, inventé par Wischmeyer, et dont le but est de définir la fragilité des sols et leur sensibilité à l'érosion. Il est calculé en fonction de certains paramètres.
la matière, la M, c'est le pourcent d'éléments, fois 100 moins le pourcent des argiles, la matière organique et le paramètre lié à la structure du sol. Donc, il faudrait faire l'analyse de la structure des sols. En différenciation des grains très fins, les grains moyens, les grains très grossiers, etc. Puis, il faudrait faire le test de la perméabilité rapide, moyenne, etc. pour avoir donc ces données. Alors, ce qui est très important dans cette méthode, qui est l'indice d'érodabilité du sol, vous pouvez trouver un sol avec un indice qui montre que ce sol est vulnérable, mais comme il est bien protégé, comme il est couvert de la végétation, on ne voit pas d'érosion. Il n'y a pas de trace d'érosion. Mais on peut trouver des sols où l'indice montre que ce sol est résistant dans sa structure, mais qui est sujet à la dégradation parce qu'il est géré d'une façon abusive. On peut aussi calculer l'érosion ravinante. On peut la cartographier, c'est le plus simple. On peut la calculer aussi à travers les photos satellitaires. On peut la calculer aussi pour voir combien de quantité par. C'est des tonnes et des tonnes. Et si nous sommes autour d'une retenue de barrage, vous savez que c'est très important de calculer l'érosion ravinante et donner des chiffres pour les gens qui aménagent, pour les gens qui font la gestion locale, la gestion aussi de ces barrages, aider aussi à avancer des données nouvelles, des données adaptées aux conditions actuelles du climat. Et pour une chose très importante, vous savez que les barrages au Maroc, c'est des centaines et des centaines de barrages et qui sauvent le Maroc au moment de la sécheresse. Et si l'érosion hydrique est très importante autour de ces retenues, l'âge de ce barrage se rétrécit, et il devient beaucoup plus court. Au lieu de rester 50 ans ou 60 ans, il va pas dépasser 20 ou 25 ans. Donc, c'est une érosion. L'érosion ravinante est une érosion très grave puisque elle est presque irréversible. Elle est irréversible. Alors, on a parlé de la stabilité structurale des sols. Vous vous rappelez, il y a plusieurs façons. Il y a l'indicateur ou l'indice K, mais il y a aussi la méthode d'Emerson. Et cette méthode, donc on a essayé de bricoler à notre niveau, à notre laboratoire, une tige de 1 mètre, puisqu'il doit y avoir une différence de 1 mètre entre l'agrégat du sol et l'eau qui percole. Donc les gouttes qui imitent les gouttes de la pluie et qui tombent sur ces agrégats des sols. Les agrégats, on les choisit de cette façon, c'est avec votre encadrant. Dans le cours prochain, on peut expliquer comment on les choisit, quelle est la taille qui est choisie et quelle est la façon de les traiter. Et donc là, vous voyez, c'est des mottes, c'est des petites mottes de terre qui dépassent pas 5 mm et qui sont si vous voulez, exposées aux gouttes de la pluie. Il y a 2 façons. La première façon, c'est de laisser l'agglomérat ou laisser, si vous voulez, la petite motte sous les gouttes de la pluie et on compte. Et dès qu'il y a la première cassure, on l'écrit. Après, quand il commence à se dissoudre, on l'écrit à quel temps et à combien de gouttes. Et en comparant entre plusieurs sols, on va voir quel est le seuil de la cassure, quel est le seuil de déclenchement de la dissolution dans chaque type de sol. C'est une petite analyse, mais qui est très, très importante et qui est très utile. La deuxième méthode, c'est le 10 drop impact. Donc, on essaie de mettre 10 agglomérats, des mottes, des petites mottes de terre sous seulement 10 gouttes de pluie et on voit à quel moment il y a un déclenchement de cassure puis il y a un déclenchement
de dissolution, puis il y a une dissolution complète. Et à partir de là, on peut faire des fiches et des fiches de nos sols sur lesquels nous travaillons. Alors, c'était une façon pour vous montrer un peu les méthodes de laboratoire ou les méthodes d'analyse au laboratoire et sur le terrain, notamment le matériel qu'on utilise et les méthodes qu'on utilise. Pour le prochain cours, nous allons travailler sur les approches universelles de mesure de l'érosion hydrique et l'érosion éolienne et de la désertification. Merci à vous, portez-vous bien.